Je m'appelle David et pendant 11 ans, j'ai servi dans une unité spéciale du ministère américain de la Défense dont personne ne connaît officiellement l'existence. Nous nous occupions de ce dont on ne parle ni dans les journaux ni à la télévision. Enquêter sur des cas anormaux sur le territoire des États-Unis et au-delà. Des cryptides, des disparitions inexpliquées, des objets qui ne rentrent dans aucun cadre scientifique. Cela semble absurde, je sais. Mais après ce qui s'est passé en Alaska à l'hiver 2011, je ne peux plus me taire. Sur les 5 personnes envoyées dès là-bas fin novembre, seuls 2 sont revenus. Je suis l'un d'entre eux. Et chaque nuit, lorsque je ferme les yeux, j'entends à nouveau ces bruits, des grattements sur la porte métallique de notre bunker et un rugissement grave et guttural qui ne pouvait provenir d'aucun animal connu de la science. Si vous aimez les histoires sur ce que cachent les gouvernements, si vous voulez connaître la vérité, restez jusqu'à la fin. Et maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé dans ces terres glacées du nord de l'Alaska. Le 17 novembre 2011, j'ai été convoqué à une réunion d'urgence au quartier général d'une unité près de Washington. Le bâtiment n'avait rien de particulier, un centre administratif gris, ordinaire, comme il en existe des centaines dans toute la capitale. Mais en descendant 3 étages sous terre, on se retrouvait dans un tout autre monde. Un bunker datant de la guerre froide, réaménagé pour répondre aux besoins modernes. Des couloirs en béton, des portes renforcées avec des serrures à code, des pièces sans fenêtres remplies de serveurs et d'équipements de communication. 4 personnes étaient déjà assises dans la salle de conférence. Le colonel Marcus, notre commandant, un homme d'une 50aine d'années, au regard métallique et à la cicatrice traversant toute la joue gauche, de l'oreille au menton. À côté de lui se trouvait Jason, spécialiste de la survie dans des conditions extrêmes, ancien rangeur de l'armée américaine, ayant servi en Irak et en Afghanistan. Il avait 42 ans, était trapu, avait les cheveux courts et un tatouage indiquant son groupe sanguin sur l'avant-bras. Le 3e était Thomas, médecin et biologiste, âgé de 38 ans, mince, portant des lunettes, toujours calme et méthodique. Le 4e était Kevin, spécialiste en communication et en électronique, le plus jeune d'entre nous, âgé de 29 ans, nerveux, avec un œil gauche qui clignait sans cesse lorsqu'il était inquiet. J'étais le 5e, âgé de 33 ans, agent opérationnel avec une expérience de terrain. Avant de rejoindre cette unité, j'ai passé 6 ans au FBI, puis j'ai été transféré ici après un incident dans l'Oregon, dont je préfère ne pas me souvenir. Je dirais seulement que c'est là que j'ai vu pour la première fois quelque chose qui, selon les manuels de biologie, ne devrait pas exister. Le colonel Marcus alluma le projecteur. Une carte de l'Alaska, la partie nord de l'État, près de la frontière avec le territoire canadien du Yukon, s'afficha sur le mur. Plusieurs endroits étaient marqués par des pointes rouges, dans un rayon d'environ 80 km, autour d'un petit village appelé Fort Yukon. Marcus a commencé à parler. Au cours des 4 derniers mois, de juillet à octobre 2011, 16 personnes ont disparu dans cette région. Des touristes, des chasseurs, des habitants. Au début, les autorités ont mis ces disparitions sur le compte des ours, des loups et des accidents. Mais à la fin du mois d'octobre, le premier corps a été retrouvé, ou plutôt ce qu'il en restait. Un groupe de gardes forestiers a découvert les restes à 23 km du village, dans une forêt dense au pied d'une chaîne de montagnes. Le corps était déchiqueté, les os brisés, les entrailles arrachées. L'expertise a montré que les blessures ne correspondaient à aucun prédateur connu dans la région. Les traces près du corps étaient étranges, grandes, profondes, à 4 doigts, mais leur forme et leur taille ne correspondaient ni à celle d'un ours ni à celle d'un loup.
La longueur de l'empreinte était d'environ 45 cm, sa largeur de 28. La distance entre les pas était de près de 3 mètres. Marcus a montré les photos. J'ai vu beaucoup de morts au cours de mes années de service, mais celle-ci était différente. Le corps était littéralement déchiqueté, comme s'il avait été passé dans un hachoir à viande. Les os dépassaient comme dans des angles anormaux, la chair pendait en lambeaux. La tête était presque entièrement écrasée, et surtout, le corps ne gisait pas sur le sol, mais était suspendu à un arbre, accroché à des branches à environ 6 mètres de hauteur. Comment il était arrivé là, c'était incompréhensible. Les autorités ont classé l'information confidentielle, fermé la zone et déclaré une quarantaine en raison d'une prétendue épidémie de rage chez les animaux sauvages. Elles ont envoyé une équipe composée de militaires, de biologistes et de chasseurs. Au bout de 2 semaines, 5 des 8 personnes sont revenues. Les autres ont disparu. Ceux qui sont revenus ont refusé de donner des détails, ont rédigé un rapport à huis clos et ont été immédiatement transférés vers d'autres sites. La zone était restée fermée. Marcus a expliqué qu'avant son départ, l'un des membres de l'équipe qui était revenu avait eu le temps de dire à un collègue qu'il y avait quelque chose là-bas. Quelque chose de grand, de rapide, qui chasse les humains. Ils ne l'ont vu qu'un instant, dans la pénombre, entre les arbres. Ils l'ont décrit comme une silhouette massive, se déplaçant sur 2 jambes, recouverte de poils ou de fourrure sombre, avec des bras disproportionnés et une tête énorme. Sa taille était d'environ 3 mètres, peut-être plus. Sa vitesse était incroyable. L'un des soldats l'avait vu parcourir 50 mètres en quelques secondes, enjambant les arbres tombés et les rochers. Marcus s'est tu, nous laissant le temps d'assimiler l'information. Jason a été le premier à rompre le silence, demandant pourquoi nous allions là-bas alors que l'équipe précédente avait échoué. Marcus a répondu simplement « Parce que nous avons une expérience que les militaires ordinaires n'ont pas. Nous avons déjà travaillé sur des cas similaires, Montana, Washington, Colorado. Dans chacun de ces États, des rencontres avec des cryptides, des créatures non reconnues, officiellement par la science, ont été signalées. Nous avons étudié leur comportement, leurs méthodes de chasse, leur habitat. Nous disposons de protocoles d'action qui ne figurent pas dans les règlements militaires. Thomas a demandé ce qu'on attendait exactement de nous. Marcus a répondu « Arriver sur place, installer un poste d'observation, étudier le terrain, déterminer le nombre d'individus, leurs habitudes, identifier la nature de ces créatures et, si possible, neutraliser la menace. Il n'est pas nécessaire de les capturer vivantes, bien que cela soit préférable pour les étudier, mais la priorité est la sécurité de la population et la collecte d'informations. La durée de l'opération était de 3 mois maximum. Le territoire couvrait environ 80 km² de forêt dense, de marécages et de versants montagneux. Le climat était hivernal, avec une température moyenne de moins 25 degrés Fahrenheit, pouvant descendre jusqu'à moins 50. La durée du jour est de 4 à 5 heures. Le reste du temps, c'est le crépuscule ou l'obscurité totale. Kevin s'est intéressé aux communications et au soutien. Marcus a répondu que les communications se faisaient belles par satellite, avec une radio longue portée comme solution de secours. Les coordonnées pour l'évacuation seront fournies. Le soutien sera minimal. L'hélicoptère ne viendra nous chercher qu'en cas d'extrême nécessité, car l'opération est secrète. Officiellement, nous ne sommes pas là. Les documents ont été établis par une société de chasse privée. Si quelque chose tourne mal, il n'y aura ni opération de sauvetage, ni enquête. Nous sommes livrés à nous-mêmes. J'ai posé des questions sur l'armement. Marcus a hoché la tête et a ouvert la diapositive suivante. Chacun recevra un fusil automatique AR-15 avec silencieux, un fusil de précision Barrett de calibre 50 pour les longues distances, un fusil de calibre 12 avec des cartouches à plomb et des munitions spéciales.
perforantes et incendiaires. À cela s'ajoutent des pistolets de Glock, des couteaux Ka-Bar, des grenades fumigènes, à fragmentation et éclairantes. Optique, lunettes de vision nocturne de 4e génération, thermoviseur, FLIR, jumelles, Steiner. Protection, gilet pare-balles de niveau 4, casque, tenue de d'hiver renforcée. Provisions, ration sèche, MRE pour 90 jours, plus équipement de chasse pour chasser le gibier sur place. Médicaments, hôpital de campagne complet, Thomas dressera lui-même la liste. Le départ est prévu pour le 23 novembre. 5 jours pour se préparer. Nous nous sommes dispersés pour rassembler notre équipement, préparer nos documents, dire au revoir à nos proches, sans leur dire la vérité. Juste une nouvelle mission, je reviendrai dans 2 mois. Le mercredi 23 novembre, nous avons décollé de l'aéroport d'Andrews, à bord d'un avion cargo privé, Hercule. Nous avons survolé le Canada pour rejoindre directement l'Alaska. Atterrissage à l'aéroport de Fairbanks. Nous y avons été accueillis par notre guide local, Bill, un chasseur quinquagénaire, au visage buriné par le vent et le soleil. Il nous a expliqué l'itinéraire. 200 km au nord de Fairbanks, en camion Ford F350, puis 50 km supplémentaires en motoneige, skidoo jusqu'au point de départ. Le trajet a duré 2 jours. Les routes étaient mauvaises, en terre battue, parfois enneigées. La température était d'environ moins 30 degrés Fahrenheit. Le paysage changeait progressivement. D'abord une forêt clairsemée, puis une taïga dense, puis des montagnes à l'horizon. Nous n'avons presque pas vu d'animaux. 2 fois, des caribous ont filé au loin. Une fois, un loup a traversé la route à une centaine de mètres. Mais dans l'ensemble, c'était le silence, le vide, la blancheur de la neige et la noirceur des arbres. Le vendredi 25 novembre au soir, nous sommes arrivés au point de débarquement. Une petite clairière dans la forêt, entourée de grands sapins et de rochers. Bill nous a montré sur la carte. D'ici, il y avait 7 kilomètres, au nord-est, jusqu'au point de disparition des touristes le plus proche. 23 kilomètres au nord-ouest, jusqu'à l'endroit où le premier corps avait été retrouvé, et 38 kilomètres au sud, jusqu'au village de Fort Yukon. Il a dit qu'il n'irait pas plus loin. Il viendrait nous chercher dans 80 jours, le 1er mars, si nous étions encore en vie. Si nous ne donnions pas signe de vie à cette date, il considérerait que nous n'avions pas survécu. Telles étaient les conditions. Nous avons acquiescé, déchargé notre équipement et pris congé. Bill a fait demi-tour et était reparti. Nous étions seuls. Marcus a donné l'ordre de monter le camp. Mais pas de tente. Nous avions apporté un abri modulaire, un conteneur métallique de 4 mètres sur 6 et de 2 mètres et demi de haut. Les pièces étaient numérotées. Nous les avons assemblées comme un jeu de construction. Nous avons travaillé rapidement et de manière coordonnée. En 3 heures, nous avons monté la charpente, recouvert les murs, installé une porte renforcée en métal, avec un verrou intérieur et des gonds extérieurs, pouvant être soudés de l'intérieur si nécessaire. Il n'y avait pas de fenêtres, seulement des meurtrières étroites avec des volets métalliques. À l'intérieur, nous avons installé des lits, superposés, un poêle à bois, une table, des étagères pour le matériel, une radio, un générateur à essence pour recharger les batteries. L'entrée a été renforcée avec des poutres en bois, trouvées à proximité. Autour du bunker, ils creusèrent un fossé d'1 mètre de profondeur et d'1,5 mètre de largeur. Une protection primitive, mais mieux que rien. Ils recouvrirent le fond de pieux pointus dirigés vers le haut. À minuit, ils avaient terminé. Le bunker ressemblait à une petite forteresse. Un cube métallique gris au milieu de la neige blanche et des arbres noirs. Marcus a établi des règles. La nuit, tout le monde reste à l'intérieur. La porte était verrouillée. Un garde était posté aux meurtrières avec un thermoviseur. Le jour, les sorties d'hommes de reconnaissance se font par 2, au minimum.
Il est interdit de sortir seul. Communication par radio, toutes les 30 minutes. Si la communication est interrompue, le deuxième partenaire retourne immédiatement au bunker et donne l'alerte. Les armes sont toujours avec soi, chargées, le cran de sûreté retiré. Pas d'actes héroïques, pas de risques inutiles. L'objectif est de survivre et de recueillir des informations. La première nuit, nous avons fait des tours de garde à tour de rôle. 2 heures par personne. J'étais de garde de 2 à 4 heures du matin. Je regardais par la meurtrière à travers un viseur thermique. La forêt autour était morte. Aucun mouvement, aucune signature thermique. Seul le froid, le vent et la neige tombaient lentement, recouvrant le sol d'une nouvelle couche. Le silence était absolu. Pas un bruit, pas un craquement de branches, pas un hurlement de loup. Trop calme pour une forêt sauvage. Cela m'a mis la puce à l'oreille dès la première nuit. Le matin du samedi 26 novembre, nous sommes partis en reconnaissance. Marcus nous a divisés en 2 groupes. Lui et Jason sont partis vers le nord-est, vers le point de disparition des touristes. Thomas et moi sommes partis vers le nord-ouest, en direction de l'endroit où nous avions trouvé le premier corps. Kevin est resté dans le bunker, surveillant les communications radio et coordonnant les opérations. Thomas et moi sommes partis à 7 heures du matin, alors que le jour commençait à poindre. En Alaska, l'aube est longue et lente en hiver. Le soleil se lève lentement à l'horizon, sans s'élever très haut, projetant de longues ombres à travers la forêt. La température était de moins 28 degrés Fahrenheit. Le vent était faible, mais glacial. Nous étions équipés d'une tenue d'hiver complète. Plusieurs couches de vêtements, une doudoune, un masque, des lunettes et des gants chauffants. Chacun portait un sac à dos d'environ 20 kilos, contenant des provisions, de l'eau, des médicaments, des munitions et du matériel. Nous avions des fusils sur les épaules, des pistolets et des couteaux à la ceinture. Nous avancions lentement, prudemment, en observant les environs. La forêt était typique de l'Alaska, de grands sapins et pins, un sous-bois dense, par endroits envahi par les buissons. La couche de neige faisait environ 1 demi-mètre, parfois plus, et nous enfoncions jusqu'aux genoux. Il laissait des traces nettes et profondes. Il vérifiait tous les 300 mètres. Il s'arrêtait, écoutait, regardait, à l'aide de jumelles, et vérifiait les environs à l'aide d'un thermoviseur. Rien. La forêt était vide. Après 1 heure de marche, ils tombèrent sur les premières traces. Elles n'étaient ni humaines ni animales. De grandes empreintes dans la neige, à 4 doigts, d'environ 45 cm de long, comme le décrivait le rapport. Mais en vrai, elles donnaient une autre impression. La profondeur de l'empreinte était de près de 15 cm, ce qui signifie que le poids de la créature était énorme. La forme était étrange. Les doigts étaient altes et larges, avec des griffes qui avaient laissé de profondes rainures dans la neige. La distance entre les pas était d'environ 2,5 mètres. Je me suis accroupi pour les examiner de plus près. Thomas a sorti son appareil photo et les a photographiés avec une règle pour donner une idée de leur taille. Les traces d'allaient du nord au sud, traversaient notre sentier et s'enfonçaient dans les fourrés. Je les ai suivis sur une 20aine de mètres. Elles menaient à un gros rocher, le contournaient et s'enfonçaient à nouveau dans la forêt. Aucun autre signe, pas de poils sur les branches, pas d'excréments, pas de restes de proie, seulement des traces. Thomas a proposé de revenir pour faire notre rapport, mais je voulais continuer, trouver autre chose. Nous avons poursuivi notre route vers notre objectif, l'endroit où nous avions trouvé le corps. D'après la carte, il restait encore 18 km à parcourir. Nous avions suffisamment de temps. Nous avions prévu de revenir avant la tombée de la nuit, soit vers 4 heures de l'après-midi. Nous avons marché encore 2 heures. Le terrain devenait plus accidenté. Collines, ravins, affleurements rocheux. Les arbres étaient moins nombreux, mais plus grands et plus épais. À un endroit,
Nous sommes tombés sur un sapin renversé, d'un diamètre d'environ 1 mètre, cassé en son milieu, dont la partie supérieure gisait à une dizaine de mètres. J'ai examiné la cassure. Elle n'était ni coupée, ni pourrie, mais bien cassée. L'arbre était sec, mais solide. Il fallait une force énorme pour casser un tel tronc. Un ours n'aurait pas pu y parvenir, à moins qu'un autre arbre ne soit tombé dessus. Mais il n'y en avait pas à proximité. Thomas a trouvé une autre anomalie. L'écorce du sapin voisin présentait des éraflures profondes, 4 rainures parallèles, descendant verticalement d'une hauteur d'environ 4 mètres à 2 mètres. La largeur de chaque rainure était d'environ 2 cm, la profondeur de près d'1 centimètre. L'écorce était arrachée, le bois en dessous était clair et frais. Thomas a dit que cela avait été fait récemment, peut-être une semaine auparavant, peut-être moins. Nous avons continué notre chemin, mais avec plus de prudence. Le sentiment d'inquiétude grandissait. La forêt semblait trop calme, trop inanimée. Pas d'oiseaux, pas de traces de petits rongeurs, pas de bruit du vent dans les cimes. Seuls nos pas, le crissement de la neige sous nos chaussures, notre respiration dans nos masques. Vers midi, nous avons contacté Kevin par radio. Il nous a informé que le deuxième groupe, Marcus et Jason, avait également trouvé des traces similaires aux nôtres. Nous nous sommes dirigés vers le lieu de la disparition des touristes, sans incident jusqu'à présent. Il nous a demandé de rester en contact toutes les 30 minutes. Nous avons continué. À 13 heures, nous sommes arrivés dans une petite clairière, au pied d'une pente rocheuse. Ici, la neige était tassée, mélangée à la terre, et des traces de lutte étaient visibles. J'ai examiné les lieux de plus près. Plusieurs empreintes humaines, des chaussures de taille environ 44, piétinaient sur place, puis s'interrompaient brusquement. À côté, les mêmes de grandes empreintes à 4 doigts, nombreuses, chaotiques, comme si la créature tournait en rond et attaquait. Il y avait des taches sombres sur la neige, du sang, gelé, mais pas trop vieux. J'ai gratté avec mon couteau. Il y avait encore plus de sang sous la neige, absorbé par le sol. Thomas a trouvé un morceau de tissu accroché à une branche d'arbuste. Un morceau de veste bleue, North Face, déchiré, avec des taches de sang. Nous avons également trouvé un sac à dos à moitié recouvert de neige, un sac de randonnée de la marque Osprey, dont les fermetures étaient ceintées déchirées et le contenu éparpillé. À l'intérieur se trouvait un sac de couchage, plusieurs sacs de nourriture, un thermos, une carte et une boussole. Tout était intact, rien n'avait été volé. L'attaque n'avait donc pas été motivée par la nourriture. J'ai inspecté le reste de la clairière. De l'autre côté, à une 30aine de mètres, j'ai trouvé une autre tache de sang, grande, étalée, et à côté, une trace de traînée. Quelque chose de lourd avait été traîné dans la neige en direction de la forêt. La trace menait à un arbre, où il y avait du sang sur l'écorce à environ 2 mètres de hauteur. Je me suis approché et j'ai levé les yeux. Sur une branche, à environ 6 mètres du sol, pendait un morceau de vêtement. La manche d'une veste, avec la main à l'intérieur. La main était encore gantée, mais séparée du corps. Les os dépassaient des muscles et des tendons déchirés. Le sang gelé recouvrait tout. Thomas s'est approché, a regardé, s'est détourné et a vomi. Je suis resté debout, à regarder cette main, essayant de comprendre. Comment était-elle arrivée là? Qui l'avait arrachée et pourquoi l'avait-il accrochée à l'arbre? Les animaux ne font pas cela. Les prédateurs tuent, mangent, cachent parfois les restes, mais ils n'accrochent pas des morceaux de corps aux branches. J'ai sorti ma radio, j'ai contacté Kevin et je lui ai rapporté ce que j'avais vu. Sa voix a tremblé. Il a dit « Revenez immédiatement, ne vous attardez pas ». J'ai accepté. Thomas et moi avons fait demi-tour et sommes repartis d'un pas rapide, presque en courant. Nous voulions partir de là le plus vite possible. Nous avons emprunté le même chemin, mais plus rapidement.
Nous nous sommes arrêtés moins souvent. Nous n'avons pas inspecté les environs aussi minutieusement. Nous avons simplement marché, pressés de rejoindre le bunker. Il était presque 2 heures de l'après-midi. Le soleil se couchait déjà à l'horizon. Les journées sont courtes. La nuit tombe vers 3 heures. Mais à 3h30, quelque chose nous a obligés à nous arrêter. Nous passions devant le même endroit où nous avions vu les éraflures sur l'arbre et le sapin cassé. Mais cette fois, il y avait de nouvelles traces dans la neige. Fraîches, récentes. Les mêmes traces larges, à 4 doigts. Mais cette fois, elles étaient parallèles à notre itinéraire, dans la même direction que nous. Comme si quelqu'un nous suivait. Je me suis arrêté et j'ai fait signe à Thomas de se taire. J'ai tendu l'oreille. Silence. Mais pas total. Quelque part sur la gauche, à une 50aine de mètres, une branche a craqué. Une seule fois, doucement. J'ai tourné la tête et j'ai regardé à travers la lunette optique du fusil. Je ne voyais ni rien, seulement des arbres, des buissons, de la neige. J'ai activé la caméra thermique du viseur. Rien pendant 1 seconde. Puis une signature thermique est apparue. Énorme, à environ 70 km, derrière le tronc d'un épicéa épais. De forme verticale, haute, environ 3 mètres, peut-être plus. Immobile. Je chuchote à Thomas, « Il y a quelque chose là-bas ». Il lève son fusil, regarde dans le viseur. Il hoche la tête. Je vois. Nous restons immobiles, à regarder. La signature ne bouge pas. 30 secondes se sont écoulées. Puis elle s'est déplacée, lentement, doucement, a disparu derrière l'arbre, était réapparue de l'autre côté, plus près. À environ 50 mètres maintenant. Je voyais sa silhouette plus distinctement. Des épaules larges, des bras longs, un torse massif, une grosse tête ronde. Thomas a chuchoté. « On tire ?» J'ai secoué la tête. On ne sait pas ce que c'est, combien ils sont, comment ça va réagir. Si on rate ou si on ne le tue pas du premier coup, on va le mettre en colère, il va nous attaquer. Mieux vaut reculer lentement, ne pas le provoquer. Nous avons commencé à reculer sans quitter des yeux la signature thermique. Elle s'est également mise en mouvement, de manière synchrone, parallèlement, en gardant ses distances. Nous avons parcouru 50 mètres ainsi, puis j'ai donné l'ordre de faire demi-tour et d'avancer rapidement, mais sans courir. Si nous courons, il nous poursuivra. Nous avons fait demi-tour et avons accéléré le pas. Nous regardions derrière nous toutes les 10 secondes. La signature nous suivait, mais gardait ses distances. Nous avons parcouru encore 2 kilomètres. Puis la signature s'est arrêtée, figée. Nous avons parcouru encore 500 mètres. Elle ne bougeait pas. J'ai expiré avec soulagement. On dirait qu'elle a pris du retard, ou qu'elle a perdu tout intérêt, ou que c'est la limite de son territoire. Nous avons accéléré encore. Nous avons presque couru les 5 derniers kilomètres jusqu'au bunker. Nous sommes arrivés à 4h30, déjà à la tombée de la nuit. Marcus et Jason étaient revenus plus tôt et nous attendaient. Kevin a ouvert la porte, nous nous sommes précipités à l'intérieur. Il a claqué la porte derrière nous et a verrouillé le loquet. Nous nous sommes assis à table, avons repris notre souffle. Marcus a demandé ce que nous avions trouvé. J'ai raconté. Les traces, le sang, la main sur l'arbre, la poursuite. Thomas a confirmé et ajouté des détails. Nous avons montré les photos prises avec l'appareil. Marcus a écouté, a hoché la tête. Il a dit qu'ils avaient aussi trouvé des traces et le lieu de l'attaque. Une tente déchirée, des sacs de couchage ensanglantés à l'intérieur, des affaires éparpillées. Il n'y avait pas de corps, seulement du sang et des traces de traînées menant dans la forêt. Ils ont suivi les traces sur 300 mètres, ont trouvé d'autres taches de sang, des morceaux de vêtements, mais pas de corps. Puis, ils ont entendu un bruit, un rugissement fort et guttural, provenant de quelque part à droite, à environ 200 mètres. Ils se sont arrêtés, se sont préparés au combat. Le son se répéta, plus près. Marcus décida de ne pas prendre de risques,
Ils battirent rapidement en retraite, sans s'arrêter. Le son les poursuivit encore pendant 1,5 kilomètre, puis s'éteignit. Nous avons échangé des regards. Il était clair que nous avions affaire à un grand prédateur, agressif, chassant les humains. Marcus a dit « Demain, nous partons tous les trois, moi, Jason et David. Notre mission est de trouver leurs repères, ou au moins de déterminer combien ils sont. Thomas et Kevin restent dans le bunker, garde-mi le contact et prépare pour la défense en cas d'attaque. Tout le monde dort avec son arme, renforcez la garde. Désormais, 2 personnes en même temps, 2 heures chacune. La nuit a été agitée. J'ai monté la garde de minuit à 2 heures avec Jason. Nous avons regardé par les meurtrières et scanné la forêt avec des caméras thermiques. Vers 1 heure du matin, nous avons détecté un mouvement. Une signature thermique importante, à environ 150 mètres, se déplaçait le long du périmètre du bunker, en cercle. Elle a fait le tour complet, s'est arrêtée du côté nord et est restée là pendant 10 minutes. Nous sommes de rester silencieux, les fusils prêts à tirer, les doigts sur la gâchette. Puis, la signature s'est retournée, est partie dans la forêt et a disparu. Jason a murmuré « Elle nous étudie ». J'ai acquiescé. Cela semblait vrai. La créature inspectait les fortifications, cherchait les points faibles, mémorisait leur emplacement. Un comportement intelligent. Ce n'était pas simplement un animal agissant par instinct. C'était une chasse intelligente. Le matin du dimanche 27 novembre, nous sommes partis tous les trois pour une deuxième reconnaissance. Marcus, Jason et moi. Notre objectif était d'aller plus au nord, de trouver la tanière ou les traces d'une présence permanente de la créature. Nous sommes partis à 7 heures du matin, armés jusqu'aux dents. Chacun transportait 300 cartouches, des grenades, des fusées de détresse et une trousse médicale complète. Nous avancions prudemment, en restant groupés, vérifiant le terrain tous les 200 mètres. Nous trouvions régulièrement des traces, les mêmes empreintes à 4 doigts, larges, allant dans différentes directions, se croisant, parfois se superposant. Marcus a dit qu'il y en avait soit plusieurs, soit une seule, mais qu'elle patrouillait constamment le territoire. À 10 heures du matin, nous avions parcouru 12 kilomètres et sommes arrivés à un versant montagneux. Ici, la forêt s'éclaircissait, laissant place à un terrain rocailleux. Il y avait moins de neige, mais plus de rochers, de crevasses et de grottes. Marcus a ordonné de vérifier chaque grotte, mais avec prudence, sans s'enfoncer trop profondément. Les 3 premières de grottes étaient dignes et vides, petites, profondes de 2 à 3 mètres. Elles ne présentaient aucun signe d'habitation. La 4e était plus profonde. L'entrée était étroite, environ 2 mètres de haut, 1,5 mètre de large. À l'intérieur, il faisait sombre. J'ai allumé ma lampe et j'ai éclairé l'intérieur. La grotte s'enfonçait dans les profondeurs et s'élargissait. Sur le sol, il y avait des traces, les mêmes, nombreuses, fraîches, et une odeur âcre, animale, un mélange de musc, de pourriture et d'autres choses, quelque chose de sucré, de nauséabond. Marcus a dit « C'est ça, le repère ». Nous entrons prudemment, nous nous couvrons mutuellement. Jason est entré le premier, fusil prêt à tirer, lampe frontale allumée. Je le suivis, Marcus fermait la marche. La grotte s'élargissait effectivement. Au bout de 5 mètres, la hauteur du plafond atteignait 3 mètres, la largeur 6 mètres. Plus loin, un virage à droite. Nous avons contourné le virage et sommes arrivés dans une grande salle. Elle mesurait environ 10 mètres sur 15, avec une hauteur de 4 mètres. Au milieu, un tas d'os, énorme, d'une hauteur d'1,5 mètre. Des os de toutes sortes, de cerfs, d'ours, d'humains. Tous rongés, cassés, sucés. Des crânes avec l'arrière fracassé, des côtes fêlées, de longs os des membres fendus pour en extraire la moelle. À côté du tas gisaient des lambeaux de vêtements, des sacs à dos, des chaussures, des sacs de couchage,
tous déchirés et maculés de sang. Sur les parois de la grotte, des taches sombres, du sang séché, ancien et frais. Le sol était recouvert d'une couche de restes organiques, poils, plumes, morceaux de peau, excréments. Jason murmura « Combien y a-t-il de victimes ici ?» J'estimais qu'il y en avait au moins 20, peut-être plus des dizaines d'animaux. Cette tanière était utilisée depuis longtemps, peut-être des années. Marcus éclaira le fond de la grotte. Il y avait là un tas de branches, de peaux et de mousse, un nid ou une couchette. Il était énorme, 3 mètres sur 2. Au centre, il y avait un creux, manifestement laissé par un corps qui s'y couchait régulièrement. À côté gisaient dans des os frais, ceux d'un cerf, à en juger par leur taille, avec encore des restes de chair. Cela signifiait que la créature vivait ici, mais qu'elle était absente pour le moment. J'ai proposé de partir avant son retour. Marcus a accepté, mais il a ordonné à Jason de placer des explosifs. Nous avions des charges plastiques C4 et des détonateurs à commande à distance. Jason a rapidement placé 4 charges au coin de la chambre, qu'il a camouflées avec des pierres et des os. Le rayon de l'explosion devait faire s'effondrer la voûte de la grotte, ensevelissant tout sous des tonnes de pierres. Nous sommes sortis de la grotte, nous nous sommes éloignés d'environ 300 mètres et nous nous sommes cachés derrière des rochers. Marcus a sorti la télécommande et s'apprêtait à appuyer sur le bouton. Mais à ce moment-là, un bruit s'est fait entendre depuis la grotte, un rugissement grave et guttural qui s'intensifiait progressivement pour se transformer en hurlement. Nous nous sommes figés. Le son a duré une dizaine de secondes, puis s'est arrêté. Une silhouette est apparue à l'entrée de la grotte. Je la voyais pour la première fois en entier, à la lumière du jour. Elle mesurait environ 3 mètres 20 centimètres. Sa corpulence était massive, musclée, disproportionnée. Son torse était large, en forme de tonneau. Ses bras longs, atteignant presque ses genoux, aussi épais que des cuisses humaines. Ses jambes étaient moins et plus courtes que ses bras, mais épaisses, puissantes. Ses pieds énormes avec 4 doigts, recourbés en griffes. La tête était grande, ronde, posée directement sur les épaules, sans cou apparent. Le visage est plat, avec des sourcils proéminents. Les yeux sont petits, enfoncés, brillant d'une lueur jaunâtre dans l'ombre de la grotte. Le nez est large, les narines sont grandes, la gueule est énorme, la mâchoire inférieure était massive. Sa peau ou sa fourrure, difficile à distinguer, est brun foncé, hirsute, et recouvre tout son corps, à l'exception des paumes et des pieds. Là, la peau est scellée nue, grise, couverte de callosités et de cicatrices. La créature est sortie complètement de la grotte, s'est levée et a regardé autour d'elle. Puis, elle a levé la tête et a inspiré profondément par les narines. Il tourne la tête vers la gauche, vers la droite, renifle. Il cherche une odeur, notre odeur. Le vent souffle dans notre direction, emportant notre odeur loin de lui. Mais au bout d'une minute, le vent change de direction et souffle de nous vers lui. La créature se fige, inspire brusquement plusieurs fois, puis elle se tourne vers nous et nous fixe du regard. Marcus a murmuré « Préparez-vous ». Nous avons levé nos fusils, visés. La distance était d'environ 300 mètres, une proie facile pour un fusil de sniper. Mais Marcus nous a ordonné de ne pas tirer tant qu'il n'attaquait pas. Il voulait essayer de faire exploser la grotte, l'enterrer là-dedans s'il y retournait. Mais la créature n'est pas revenue. Elle a commencé à se diriger vers nous, d'abord lentement, à pas mesurés, en se baissant, en s'appuyant sur ses mains, puis plus vite. Puis elle s'est mise à courir. Sa vitesse était incroyable. Ses longs bras poussaient sur le sol. Ses jambes faisaient d'énormes bonds. Son corps volait en avant. La distance se réduisait rapidement. 300 mètres, 250, 200. Marcus appuya sur le bouton de la télécommande. Une explosion déchira le silence. 4 charges détonnèrent, simultanément.
Une lumière orange éclata à l'intérieur de la grotte. Des flammes et de la fumée jaillirent de l'entrée. Les rochers tremblèrent. La voûte s'effondra dans un fracas assourdissant. Des tonnes de pierres s'écroulèrent, scellant la grotte à jamais. La créature s'arrêta, se retourna au son. Elle resta immobile pendant une seconde, regardant les ruines fumantes de son repère. Puis elle se retourna vers nous et poussa un rugissement assourdissant, plein de rage, si fort que je sentis une vibration dans ma poitrine. Et elle se remit à courir, plus vite qu'avant. 150 mètres, 120, 100. Marcus cria « Feu !» Nous ouvrîmes le feu simultanément. Des rafales automatiques, bien visées, au centre de la masse. Les balles touchaient à proie leur cible. Je les voyais s'enfoncer dans le corps de la créature, laissant des taches rouges de sang sur sa fourrure sombre. Mais elle ne tombait pas. Il continuait à courir. 80 mètres, 70, 60. Jason passa à son fusil de sniper et tira. La balle de calibre 50 atteignit la poitrine de la créature, qui tressaillit, trébucha, mais ne tomba pas. Elle se redressa et continua à courir. 50 mètres, 40. J'ai sorti une grenade à fragmentation, j'ai retiré la goupille et je l'ai lancée. La grenade a volé sur 30 mètres, est tombée devant la créature et a explosé. Un nuage de fumée, des éclats, de la terre et de la neige ont jailli vers le haut. Lorsque la fumée s'est dissipée, la créature gisait sur le sol, se tordant de douleur et hurlant. Ses pattes étaient polies et blessées. Du sang coulait. Une de ses mains tremblait convulsivement. Marcus a donné l'ordre de l'achever. Jason a visé et a tiré dans la tête. Il a touché l'épaule, la créature a sursauté. Deuxième tir, dans le cou. La créature s'immobilisa, haletait, du sang jaillissait de la blessure. Troisième tir, dans la nuque. La tête se contracta, le corps s'affaissa, s'effondra dans la neige. Elle ne bougeait plus. Nous avons attendu 1 minute, 2, 3. Aucun mouvement. Je me suis approché, prudemment, le fusil prêt à tirer. Je me suis arrêté à une dizaine de mètres et j'ai regardé. La créature gisait immobile, le sang s'écoulant autour d'elle en une tache sombre. Je me suis approché tout près et j'ai donné un coup de pied. Aucune réaction. Elle était morte. Marcus et Jason se sont approchés. Nous sommes de rester là, à regarder. Pour la première fois dans toute l'histoire de notre unité, nous avions tué un cryptide, une créature inconnue de la science, et nous avions son corps devant nous. Marcus a ordonné de prendre des photos, de filmer, de prélever des échantillons de tissu, de poils et de sang. Thomas a tout fait rapidement, méthodiquement. Il mesura ses paramètres, taille de 3 mètres 22 cm, poids estimé à environ 450 kg, envergure des bras de 2 mètres 80 cm, longueur des pieds de 47 cm, dents, crocs de 7 cm de long, pointus, puissants, destinés à broyer les os, griffes aux mains, 4 à chaque main, d'une longueur pouvant atteindre 12 cm, recourbées, noires, dures comme de l'acier. J'ai demandé à Marcus ce que c'était. Il a secoué la tête et m'a répondu qu'il ne savait pas exactement. Cela ressemble à la description du Yeti, du Sasquatch, mais on les décrit généralement comme des créatures craintives qui fuient les humains. Celui-ci est un chasseur, agressif, territorial. Peut-être s'agit-il d'une espèce distincte, d'une mutation, ou d'autre chose encore. Nous le saurons quand nous aurons apporté des échantillons au laboratoire. Thomas a terminé son travail, nous avons commencé à nous retirer. Mais nous ne pouvions pas transporter le corps avec nous. Il était trop lourd et le bunker était loin. Marcus a ordonné de le laisser ici. Nous reviendrons avec des renforts pour le récupérer. Nous avons photographié l'endroit, noté les coordonnées GPS, puis nous sommes de partis. Nous sommes de revenus rapidement, sans nous arrêter. Nous sommes arrivés au bunker vers 3 heures de l'après-midi. Kevin nous a accueillis et nous a laissé entrer.
Nous lui avons rapporté ce qui s'était passé. Il était choqué, mais satisfait. La menace était neutralisée, nous pouvions rentrer chez nous. Mais Marcus était prudent. Il a dit « Nous en avons tué un, mais combien y en a-t-il au total ?» Dans la tanière, il y avait les os de dizaines de victimes, accumulées peut-être depuis des années. Une seule créature ne peut pas tuer et dévorer autant. Cela signifie soit qu'elle chasse depuis très longtemps, soit qu'il y en a d'autres. Il faut inspecter les environs pour trouver d'autres tanières, s'il y en a. Demain, nous sortirons tous les 5, nous quitterons le bunker et nous effectuerons un nettoyage complet de la zone. La nuit s'est déroulée calmement. Aucun bruit, aucune signature thermique. Nous avons fait des tours de garde, mais tout était calme. J'ai commencé à espérer qu'il n'y en avait peut-être qu'un seul. Peut-être que c'était fini. Le matin du lundi 28 novembre, nous sommes tous sortis. Marcus, Jason, Thomas, Kevin et moi. Nous avons verrouillé le bunker. Marcus avait les clés. Nous sommes retournés à l'endroit où nous avions laissé le corps. La distance était d'environ 12 km. Nous avions prévu de faire le trajet en 3 heures. Nous marchions rapidement, en groupe, armés, sur nos gardes. Mais la forêt était calme, vide, aucune trace, aucun bruit. Seulement la neige, les arbres, le froid. Vers 11 heures, nous sommes arrivés au rocher, où nous avions tué la créature. Nous avons immédiatement reconnu l'endroit. Les traces de l'explosion de la grotte, les pierres effondrées, la fumée qui s'élevait encore des décombres, et la tache de sang sur la neige, là où gisait le corps. Mais le corps n'était plus là. Nous nous sommes arrêtés, avons regardé autour de nous. La tache de sang était toujours là, immense, sombre, gelée. Tout autour, nos traces, celles de la veille. Mais les restes eux-mêmes, 450 kilos de chair morte, avaient là et disparu. Jason a fait le tour, a trouvé des traces de traînées, de profondes ornières dans la neige, menant de la tache de sang vers la forêt, au nord. La largeur de l'ornière était d'environ 1 mètre, la profondeur de 20 cm. À côté, il y avait encore ces mêmes traces, à 4 doigts, grosses, fraîches, nombreuses. Marcus s'est accroupi, les a examinés. Il a dit qu'ils étaient au moins 3, peut-être plus. Ils sont venus pendant la nuit, ont pris le corps, l'ont emporté. J'ai demandé pourquoi. Marcus a haussé les épaules. Peut-être qu'ils mangent leurs morts, peut-être qu'ils les enterrent, peut-être qu'ils l'ont simplement emporté pour nous empêcher de l'examiner. Je ne sais pas, mais le fait est qu'ils savent pour nous. Ils savent que nous avons tué l'un des leurs, et ils sont venus chercher le corps. Thomas a dit qu'il fallait partir. S'ils sont nombreux, nous sommes en infériorité numérique. Marcus était d'accord. Il a donné l'ordre de retourner au bunker, rapidement. Nous avons fait demi-tour et sommes repartis. Mais nous n'avions pas parcouru 1 kilomètre que nous avons entendu un bruit. Lointain mais clair. Un rugissement. Guttural, prolongé. Semblable à celui poussé par la créature tuée. Mais plus fort. Et un deuxième rugissement a répondu. De l'autre côté. Puis un troisième. Puis un quatrième. Il nous encerclait. Marcus a donné l'ordre de courir. Nous avons couru sans regarder où nous mettions les pieds, tout droit à travers la forêt, en direction du bunker. Le rugissement derrière nous s'intensifiait, se rapprochait. Je me suis retourné. Entre les arbres, des silhouettes sombres et massives, grandes, rapides, se déplaçaient de manière synchronisée, comme si elles pourchassaient une proie. Kevin trébucha et tomba. Jason le rattrapa et le traîna derrière lui. Nous courions, haletants, nos sacs à dos nous tiraient vers le bas, les branches nous fouettaient de le visage, la neige s'engouffrait dans nos cols. Thomas était à la traîne et criait « Attendez-moi !» Marcus s'est retourné, l'a attrapé par la main et l'a traîné. Je couvrais l'arrière, courant à reculons, mon fusil prêt à tirer. J'ai vu l'une des créatures. Elle a bondi d'un arbre à une 50aine de mètres, s'est dressée sur ses pattes arrière,
de toute sa hauteur, et a rugi. J'ai tiré une rafale sans viser. Les balles ont dévié. La créature s'est précipitée en avant. J'ai lancé une grenade fumigène entre nous et elle. La grenade a explosé. Un épais nuage de fumée blanche a envahi l'espace. Je me suis retourné et j'ai couru après le groupe. Je les ai rattrapés 1 minute plus tard. Nous avons couru encore 3 kilomètres sans nous arrêter, jusqu'à ce que nous arrivions sur le sentier familier menant au bunker. Derrière nous, les rugissements se sont tus, la poursuite a cessé. Nous avons ralenti, puis accéléré le pas, jetant un coup d'œil derrière nous toutes les 10 secondes. Nous sommes arrivés au bunker vers midi. Marcus a ouvert la porte, nous nous sommes précipités à l'intérieur, avons claqué la porte, poussé le verrou et calé la porte de l'intérieur avec des poutres. Nous nous sommes assis par terre pour reprendre notre souffle. Kevin toussait et vomissait. Thomas était allongé, se tenant le côté, gémissant. Il semblait s'être cassé une côte en tombant. Jason vérifia. Non, c'était une contusion, mais sévère. Il l'entoura d'un bandage élastique. Marcus a contacté le quartier général par téléphone satellite et a fait part de la situation. Il a dit qu'une évacuation immédiate était nécessaire, qu'ils étaient encerclés par au moins 4 individus, peut-être plus, très agressifs et organisés. La réponse est arrivée 10 minutes plus tard. L'évacuation est impossible dans les 2 prochains jours, les conditions météorologiques se détériorent, une tempête de neige est en cours, les hélicoptères ne volent pas. Attendez que le temps s'améliore, tenez bon, les renforts arriveront le 1er décembre. 3 jours. Marcus a juré et a jeté le téléphone sur la table. Il nous a dit de nous préparer à nous défendre. Nous avons vérifié les armes, les munitions, les fortifications. Nous sommes de garde 24 heures sur 24, tous les 5, à tour de rôle, 2 personnes à la fois. Nous tirons pour tuer à toute tentative d'approche du bunker. Nous économisons la nourriture et l'eau. Nous ne savons pas combien de temps nous tiendrons. Nous avons passé le reste de la journée à renforcer le bunker. Nous avons cloué des plaques métalliques supplémentaires sur les meurtrières, ne laissant que de fines fentes pour tirer. Nous avons vérifié la porte. Les gonds sont solides, le verrou est épais, mais la porte reste un point faible. Nous avons soudé des renforts supplémentaires à l'intérieur, en les fixant au mur. Désormais, il est impossible d'ouvrir la porte de l'extérieur, même en la défonçant. Nous avons disposé les munitions, les grenades, vérifié les optiques. Nous avons chargé toutes les batteries, fait le plein du générateur, fait des réserves de bois pour le poêle. Nous avions des provisions pour 80 jours, de l'eau pour 40. Nous comptions faire fondre la neige. Nous avions suffisamment de médicaments. Nous pouvions tenir longtemps, à condition qu'ils ne nous attaquent pas. La nuit du 28 au 29 novembre fut la première nuit du siège. Vers 21 heures, alors que la nuit était tombée, nous avons entendu les premiers bruits. Des pas autour du bunker, lourds, lents, le crissement de la neige sous un poids énorme, une respiration profonde, rauque, et des rugissements, périodiques, étouffés, comme s'ils communiquaient entre eux. J'étais de garde avec Jason. Nous regardions par les meurtrières à travers des lunettes thermiques. Nous les avons vues. 4 signatures thermiques, encerclant le bunker de différents côtés. Une au nord, une au sud, 2 à l'ouest et à l'est. Ils se tenaient à environ 30 mètres, immobiles. Ils se tenaient simplement là, nous regardant. Jason a chuchoté « Que font-ils » Je ne savais pas. Peut-être évaluaient-ils la situation, peut-être attendèrent-ils. 1 heure s'est écoulée. Les signatures ne bougèrent pas. Puis l'une d'elles, celle de l'ouest, a commencé à s'approcher. Lentement, d'1 mètre à la fois. 25 mètres, 20, 15. Jason a visé, j'ai retenu son bras. Je lui ai dit « Tant qu'elle n'attaque pas, ne tire pas. Économisons les munitions. » Il a acquiescé, mais a gardé le doigt sur la gâchette.
La signature a atteint le fossé que nous avions creusé autour du bunker. Elle s'est arrêtée au bord et a regardé en bas. Puis, elle a sauté. Facilement, d'un seul bond de plus d'1,5 mètre. Elle a atterri de l'autre côté, à environ 3 mètres du mur du bunker. Elle s'approcha tout près, posa la main sur le métal. J'entendis un bruit, des griffes griffant l'acier, un bruit fort, grinçant. Puis, un coup, donné avec la paume, un coup violent. Le bunker trembla. Un autre coup, puis un autre, comme pour vérifier la solidité. Jason n'a pas tenu le coup. Il a tiré à travers la meurtrière. Une rafale courte, précise. La signature a sursauté, a rebondi en arrière, a sauté par-dessus le fossé, a couru sur une 50aine de mètres, puis s'est arrêtée. Elle ne s'est plus approchée. Les 3 autres signatures reculèrent également, s'arrêtèrent à environ 80 mètres et observèrent. Elles ne restèrent tôt là toute la nuit, sans bouger. Elles disparurent au matin, lorsque le jour commença à poindre. Le mardi 29 novembre, dans l'après-midi, elles n'étaient plus visibles. Nous avons jeté un œil prudent par les meurtrières et inspecté les environs. Il y avait des traces partout, autour du bunker, près du fossé, dans la neige. Des dizaines de traces énormes, à 4 doigts. Sur le métal du mur, il y avait des rayures profondes et des bosses dues au cou. L'une des meurtrières était tordue à l'extérieur. On avait apparemment essayé d'arracher le volet, sans succès. Marcus a dit qu'il ne chassait même pas pendant la journée, que c'était des prédateurs nocturnes. Si nous décidons de nous évacuer nous-mêmes, à pied, jusqu'au village, nous devons partir pendant la journée sans nous arrêter. 38 km, 8 à 9 heures de marche. Mais le risque est énorme. Si nous n'arrivons pas avant la tombée de la nuit, nous serons pris par la nuit dans la forêt, sans abri. Nous ne survivrons pas. Mieux vaut attendre l'hélicoptère. Restez ici. Nous avons accepté. Nous avons continué à attendre. La journée s'est déroulée calmement, ou presque. Vers 3 heures de l'après-midi, Thomas a remarqué un mouvement dans la forêt, à une centaine de mètres. L'une des créatures se tenait entre les arbres et regardait le bunker, sans se cacher, ouvertement. Elle se tenait simplement là. Thomas a visé avec son fusil de sniper et a demandé la permission de tirer. Marcus l'en a empêché. « Ne gaspille pas les cartouches, la distance est trop grande, on pourrait le rater et ça ne ferait que l'énerver. » Thomas a baissé son fusil. La créature est restée là encore 10 minutes, puis elle s'est retournée et était repartie dans la forêt. Le soir, les bruits de pas ont repris autour du bunker. Ils étaient les plus nombreux cette fois-ci. 6 signatures thermiques qui nous encerclaient de plus près. 2 ont tenté de s'approcher simultanément de différents côtés, au nord et au sud. Jason et Kevin ont tiré par les meurtrières, par courtes rafales. Une signature s'est immédiatement retirée. La seconde s'est attardée, a reçu une autre rafale, est tombée, s'est tortillée dans la neige, puis s'est relevée et a rampé. Mais elle ne s'enfuit pas. Elle resta à une 50aine de mètres, allongée, bougeant faiblement. Nous la regardions. Elle resta allongée pendant 3 heures, se vidant de son sang, à en juger par la tache thermique qui s'étalait autour d'elle. Puis les autres s'approchèrent, l'encerclèrent, la soulevèrent et l'emportèrent dans la forêt. Nous ne la revîmes plus. La nuit du 30 novembre a été pire. Ils sont devenus plus agressifs. Ils ont attaqué le bunker de plusieurs côtés à la fois. Ils ont frappé les murs, les ont griffés, ont essayé de grimper sur le toit. Nous entendions des bruits d'arroseurs sourds au-dessus de nous, des pas lourds, des griffures sur le métal. Le toit tenait bon. L'acier avait une épaisseur de 10 mm et était renforcé par une charpente. Mais le bruit était effrayant. On aurait dit qu'ils allaient le briser d'un instant à l'autre. Nous tirions à travers les meurtrières, lancions des grenades, à travers des trappes spéciales dans le toit. Explosions, éclairs, cris.
Les créatures battaient en retraite, mais revenaient sans cesse. Les attaques ont duré toute la nuit, avec des interruptions de 20 à 30 minutes. Nous étions fatigués, nos nerfs étaient à bout. Les munitions fondaient. Nous avions déjà utilisé plus d'un tiers de nos réserves. Le matin du 1er décembre, un jeudi, ils sont repartis. Nous avons inspecté l'extérieur du bunker à travers les meurtrières. Les dégâts s'étaient aggravés. Les murs étaient fissurés à plusieurs endroits. La porte était couverte de profondes éraflures. L'une des meurtrières avait été complètement arrachée, laissant un trou de la taille d'un poing. Nous l'avons bouchée de l'intérieur avec une plaque métallique à l'aide d'un appareil de soudage portable. Marcus a contacté le quartier général. Il a signalé que nous tenions bon, mais que la situation empirait, que les munitions étaient épuisées, que l'un d'entre nous était blessé et que le siège se poursuivait. Quand aura lieu l'évacuation? Réponse. Le temps s'améliore. L'hélicoptère décollera ce soir, arrivera à minuit. Attendez les fusées de signalisation. Sortez rapidement. L'atterrissage ne durera pas plus de 2 minutes. Nous avons poussé un soupir de soulagement. Encore une nuit, et tout sera fini. Il suffit de tenir bon. Mais le soir du 1er décembre, un imprévu s'est produit. Vers 6 heures, alors qu'il faisait déjà nuit noire, nous avons entendu un nouveau bruit. Ce n'était ni un rugissement, ni des pas. C'était un grincement métallique, fort, perçant. Il provenait de la porte. Nous avons couru, avons éclairé à travers les fentes avec nos lampes torches. Dehors, juste devant la porte, se tenait l'une des créatures. Elle tenait dans ses mains un morceau de ferraille métallique, long et épais, qu'elle avait probablement trouvé quelque part à proximité, car nous avions laissé des outils à l'extérieur pendant la construction. La créature a inséré la ferraille entre la porte et le montant, puis a appuyé. La porte a grincé, s'est courbée. Le verrou s'est brisé. Marcus a crié « Éloignons-nous de la porte, cachons-nous ». Nous avons couru nous cacher derrière les lits et avons pointé nos armes vers l'entrée. La créature a appuyé encore plus fort sur le pied de biche. La porte s'est courbée davantage. Le verrou a éclaté dans un grand bruit. La porte s'est ouverte vers l'extérieur. La neige et le froid ont fait irruption à l'intérieur. Une silhouette apparut dans l'embrasure. Énorme, sombre, se découpant sur la blancheur de la neige. Elle fit un pas en avant, entra, se redressa de toute sa hauteur, la tête butant contre le plafond. Nous avons ouvert le feu, tous les 5 en même temps, par rafale, sans discontinuer. Les balles se sont enfoncées dans le corps, le sang a giclé, la créature a grogné, reculé. Mais elle n'est pas tombée. Elle a fait un pas en avant, a tendu la main, a attrapé le bord du lit et l'a projeté sur le côté. Le lit a traversé tout le bunker, a percuté le mur et s'est brisé. Jason lança une grenade à fragmentation juste sous les pieds de la créature. Explosion, flash, fumée. La créature tomba à genoux, se tordait de douleur, rugissait. Ses jambes étaient déchiquetées, le sang coulait. Jason courut vers elle et lui tira à bout portant dans la tête avec son fusil à pompe. Les plombs ont déchiré la moitié de son crâne. La créature s'est effondrée en arrière, a tremblé, puis s'est calmée. Mais une deuxième silhouette est apparue dans l'embrasure de la porte, puis une troisième. Elles se sont engouffrées à l'intérieur, se bousculant et grognant. Nous avons tiré, lancé des grenades et reculé vers le fond du bunker. La deuxième créature est tombée, touchée à la poitrine et au cou. La troisième a attrapé Kevin par la jambe et l'a traîné vers la sortie. Kevin criait, s'agrippait au sol. Thomas l'a attrapé par la main et l'a tiré en arrière. J'ai tiré sur la main de la créature qui tenait Kevin. Ses doigts se sont desserrés. Kevin s'est échappé et a roulé sur le côté. Marcus a crié « On se retire par la sortie de secours !» Nous avions une trappe d'urgence dans le sol qui menait à un tunnel souterrain de 20 mètres de long, débouchant dans la forêt
à une trentaine de mètres du bunker, pour les cas comme celui-ci. Nous nous sommes précipités vers la trappe, Marcus a arraché la serrure et a soulevé le couvercle. Jason a sauté le premier, puis Thomas et Kevin. Je faisais couverture en tirant sur les créatures qui entraient dans le bunker. Ils étaient d'Arodidoja 4 à l'intérieur, cassant tout, détruisant l'équipement, nous cherchant. Marcus a crié « Saute !» Je me suis retourné, j'ai sauté dans la trappe, suivi par Marcus. J'ai refermé le couvercle sur moi et verrouillé le loquet de l'intérieur. Nous nous sommes retrouvés dans l'obscurité, dans un tunnel étroit creusé dans la terre gelée et renforcé par des planches. Nous avons rampé à 4 pattes. Rapidement, le tunnel était étroit, moins d'1 mètre de haut. Derrière nous, nous entendions du bruit. Les créatures avaient trouvé la trappe, frappé dans le couvercle, essayèrent de l'arracher. Nous avons rampé pendant 2 minutes, puis nous sommes sortis dans la forêt, enfoncés dans la neige, jusqu'à la taille. Tout autour, il faisait noir, seules les étoiles brillaient à travers les nuages. Marcus a sorti une fusée de détresse et l'a lancée dans le ciel. Une flamme rouge a jailli vers le haut et a explosé en hauteur dans une lumière vive. En réponse, nous avons entendu le bruit d'un hélicoptère, lointain mais se rapprochant. Une silhouette noire se détachait sur le fond du ciel, volant bas et rapidement. Nous avons couru vers la clairière, à une centaine de mètres du bunker, où se trouvait une aire d'atterrissage. Mais les créatures ne nous lâchaient pas. Elles sont sorties du bunker et se sont mises à courir, derrière nous. Je voyais leur signature thermique dans mon viseur. 5 silhouettes, rapides, furieuses. 50 mètres, 40, 30. L'hélicoptère s'est posé dans la clairière. Les portes se sont ouvertes. Le pilote nous faisait signe de la main. Plus vite. Nous avons couru. Jason a sauté le premier. Il a aidé Thomas et Kevin à monter. Marcus et moi avons couvert nos camarades en tirant sur les créatures qui couraient même vers nous. L'une d'elles est tombée. Les autres ont continué. Marcus a crié « Allez, monte !» J'ai sauté dans l'hélicoptère. Je me suis retourné. Marcus était dehors. Il tirait. Je lui ai crié « Colonel, allez, on décolle !» Il a secoué la tête et m'a répondu « Pas le temps, fermez la porte, décollez !» L'une des créatures a jailli de la forêt à 5 mètres de l'hélicoptère et a sauté. Marcus s'est retourné, a tiré à bout portant et la créature s'est effondrée à ses pieds. Mais la deuxième a couru derrière lui et l'a frappé avec sa patte. Marcus a été projeté à 3 mètres, est tombé et ne s'est pas relevé. J'ai sauté à terre et j'ai couru vers lui. Jason a crié « Non, reviens !» Mais je ne l'ai pas écouté. J'ai couru jusqu'à Marcus, je l'ai attrapé par la main et je l'ai traîné jusqu'à l'hélicoptère. Il était vivant, il respirait, mais du sang coulait de sa bouche. Ses côtes étaient rondement cassées, peut-être avait-il un poumon perforé. La créature s'est retournée et s'est dirigée vers nous. J'ai tiré, je l'ai touchée à la poitrine. Elle a vacillé, mais n'est pas tombée. J'ai tiré à nouveau, dans la tête, mais j'ai raté mon coup. La créature a balancé sa patte, j'ai esquivé. Je suis tombé et j'ai tiré en position allongée. Je l'ai touchée à la gorge. La créature s'est agrippée à sa blessure, a gémi, puis s'est effondrée à genoux. Jason et Thomas ont sauté de l'hélicoptère, ont couru vers nous, ont attrapé Marcus par les jambes et les bras, et l'ont traîné. Je les couvrais en tirant sur les autres créatures qui nous entouraient. Kevin, depuis l'hélicoptère, tirait à longue rafale avec la mitrailleuse fixée sur le côté, les balles traçantes déchirant l'obscurité. Nous avons traîné Marcus dans l'hélicoptère. J'ai sauté à sa suite. Les portes se sont refermées. L'hélicoptère a décollé. En bas, les créatures sautaient, essayant de nous atteindre. L'une d'elles s'est accrochée au train d'atterrissage, s'est suspendue. L'hélicoptère s'est incliné. Le pilote a tiré sur le levier, l'hélicoptère a basculé, la créature s'est détachée et est tombée dans la neige. Nous avons décollé, pris de l'altitude et volé vers le sud, en direction de Fairbanks. En bas,
Il restait un bunker en feu. Les créatures l'avaient apparemment incendié. Les flammes s'élevaient dans le ciel, éclairant la forêt. Et des silhouettes sombres, massives, debout dans la clairière, regardant vers le haut. 5 créatures, ou 6, impossible à dire avec certitude. Marcus gisait sur le sol de l'hélicoptère, crachant du sang. Thomas essayait d'arrêter l'hémorragie, lui faisait du bouche à bouche, un massage cardiaque indirect. Mais le colonel est mort 20 bonnes minutes plus tard, avant d'arriver à l'hôpital. Hémorragie interne, fractures multiples, lésions pulmonaires. Nous n'avons pas pu le sauver. À Fairbanks, une équipe médicale nous a accueillis et nous a emmenés à l'hôpital. Ils nous ont examinés, ont soigné nos blessures et nous ont interrogés. Nous avons tout raconté, montré les photos, les vidéos et les échantillons de tissu que Thomas avait réussi à prélever. Ils nous ont gardés à l'hôpital pendant 3 jours, puis nous ont envoyés à Washington, au quartier général. Là-bas, ils ont fait un débriefing. On a raconté l'histoire, encore une fois, en détail, heure par heure. On a montré tous les documents. Les échantillons ont été envoyés au labo. Les analyses ont pris 1 mois. Le résultat nous a même choqués. L'ADN des créatures ne correspondait à aucun primate connu. Proche de l'humain, une correspondance d'environ 92%, mais les 8% restants étaient d'origine inconnue. Ce n'était ni un orang-outan, ni un gorille, ni un chimpanzé. C'était autre chose, peut-être une espèce éteinte de hominidés qui avait survécu jusqu'à nos jours dans l'isolement. Peut-être une branche parallèle de l'évolution. Peut-être autre chose. Officiellement, l'expédition a été déclarée un échec. Le colonel Marcus a péri. Plusieurs spécimens d'une espèce inconnue ont été tués, mais la population n'a pas été exterminée et la zone reste dangereuse. Le territoire a été étendu à 120 km². Déclaré zone interdite, l'accès y est interdit sous peine de poursuite pénale. Jason, Thomas, Kevin et moi avons été démobilisés et affectés à d'autres missions dans différents États. Tout contact a été interdit. L'accord de confidentialité a été prolongé de 50 ans. 14 ans se sont écoulés depuis ces événements. Je ne sers plus dans l'unité, j'ai pris ma retraite. Je vis dans l'Oregon. Je travaille comme gardien, dans un entrepôt. J'essaie de mener une vie normale, mais chaque nuit, je fais des cauchemars. Le bunker en feu, les cris des créatures, le visage du colonel Marcus mourant sur le sol de l'hélicoptère. Je regarde parfois les informations en provenance d'Alaska. De temps en temps, on signale des touristes disparus dans cette région. 1 ou 2 personnes par an. Officiellement, on attribue ces disparitions à des ours ou à des accidents. Mais je connais la vérité. Ils sont toujours là. Ils vivent, chassent, se reproduisent. Peut-être sont-ils plus nombreux. Peut-être étendent-ils leur territoire. Je ne sais pas. Mais ils sont là. Et tant que les gens continueront à s'aventurer dans les forêts reculées du nord de l'Alaska, les disparitions se poursuivront. J'ai raconté cette honte histoire pour vous mettre en garde. Si vous vous rendez en Alaska, en particulier dans les régions nordiques, soyez prudents. Ne partez pas seul. Ne vous éloignez pas de la civilisation. Emportez une arme. Et si vous entendez un rugissement dans la forêt, grave, guttural, qui ne ressemble à aucun animal, courez. Courez sans vous retourner, car ils existent vraiment. Les hommes des neiges, les Sasquatch, les Yétis, appelez-les comme vous voulez. Mais ils ne sont ni pacifiques, ni craintifs, ni farouches. Ce sont des prédateurs, territoriaux, agressifs, intelligents. Et si vous pénétrez sur leur territoire, ils vous chasseront. Nous avons survécu uniquement parce que nous étions armés, entraînés, et que nous agissions en groupe. Et même ainsi, nous avons perdu notre commandant. Les touristes ordinaires n'ont aucune chance. Alors soyez prudents. Très prudents. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner
et à nous dire dans les commentaires d'où vous nous écoutez. À bientôt pour le prochain épisode.